Directeur, cher Sébastien, Madame la directrice, Monsieur le Président, cher Enrico Letta, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs et chers amis, car je reconnais, malgré la lumière tamisée de cette salle de cinéma, plusieurs visages amis dans cette salle. Je suis très heureux et très honoré d'être ici parmi vous dans un moment de clôture d'une promotion, d'une présidence, mais aussi, j'aime beaucoup le titre que vous avez retenu, dans un moment de promesses parfois exigeantes et parfois difficiles. Vous le savez, malheureusement, chacun l'a mesuré, jusque dans nos vies quotidiennes. Au-delà des images de télévision, notre présidence, la 13e présidence française du Conseil de l'Union européenne, a été percutée, bouleversée par ce 24 février, le déclenchement de la guerre sur notre continent, à 3 heures d'avion de Paris, en Ukraine, par l'agression russe inqualifiable, atroce et qui malheureusement, nous l'avons vu encore cette nuit, se poursuit avec la plus grande démesure et les plus grandes atrocités. Nous avons fait face collectivement à cette crise, même si nous devons le reconnaître avec honnêteté. Nous n'en sommes probablement qu'au début de ses conséquences économiques, sociales, politiques et géopolitiques. C'est pour cela que, plus qu'un bilan technique, en quelques mots, je voulais essayer de tracer avec vous quelques perspectives, en essayant d'être lucide, de rester optimiste sur ce qu'est notre promesse d'Europe à la lumière de cette guerre et de cette situation nouvelle. D'abord, sur la présidence elle-même, je crois, ce fut l'effort de la France, bien entendu, mais ce fut un engagement collectif qui a été exigeant lui aussi. Nous avons tenu face à cette situation nouvelle. L'Europe aurait pu choisir son droit à la tranquillité, qui l'a beaucoup caractérisé. Elle a choisi le devoir de puissance, le devoir de solidarité, l'exigence d'unité par les sanctions que nous avons appliquées contre la Russie. Nous sommes parfois face à une forme de déception ou de sentiment d'impuissance, car les sanctions n'arrêtent pas la guerre, nous le savons. Mais elles la ralentissent certainement, elles changent certainement les plans du président Poutine, elles empêchent en partie le plus atroce de s'ajouter au plus atroce. Et je crois que nous avons bien fait, en tant qu'Européens, avec nos alliés, sans se tromper sur ce que sont nos alliés, d'abord les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, d'autres encore, pour appliquer cette pression maximale contre la Russie, et nous continuerons. Pour aussi, en Européens, faire montre d'une solidarité nécessaire, probablement inédite là aussi, à l'égard du pays agressé, à l'égard de l'Ukraine, par un effort humanitaire, financier, mais aussi militaire, ce qui est un vrai bouleversement mental pour notre Union européenne. Qui aurait pu penser que dès le 27 février, une présidente de la Commission européenne, un haut représentant chargé de la politique étrangère, ensemble annoncerait des livraisons d'armes financées par l'Union européenne pour aider autant que nous le pouvons l'Ukraine. Et nous avons quadruplé cet effort en 100 jours, en 3 mois, pour que, là aussi, l'effort de résistance soit entretenu et soutenu par nous, Européens, et par nos alliés. Et puis nous avons aussi fait preuve de solidarité, probablement imparfaite, mais impressionnante également, soyons-en conscients, dans l'accueil des réfugiés, en activant des mécanismes de protection inédits, rapides, en saluant, parce que nous devons aussi le faire, malgré les désaccords politiques qui perdurent, l'effort de solidarité exceptionnel qu'a fait un pays comme la Pologne, d'autres encore comme la Roumanie, la Slovaquie ou en dehors de l'Union européenne, la Moldavie. Nous l'avons accompagné, financé, soutenu. Ce fut aussi notre honneur et notre responsabilité d'Européens. Mais au fond, cette guerre, qui est évidemment la crise la plus menaçante, la plus traumatisante, la plus dure que nous avons à vivre, s'est ajoutée à plusieurs crises que nous avons connues ces dernières décennies. Cher Enrico Letta, vous les avez connues et affrontées dans d'éminentes responsabilités. Mais si je les résume sans être exhaustif, nous avons au fond levé 3 tabous européens en quelques années face aux urgences. Le tabou de la sortie. Personne ne pensait qu'un pays de l'Union européenne pouvait la quitter. Ce fut le cas avec le Brexit, le référendum de 2016. Là où chacun prédisait le délitement, nous avons réussi à penser ce choc, à y faire face et à rester unis, et sans doute d'ailleurs à renforcer encore notre intégration européenne à la lumière de cette surprise britannique. Le deuxième choc fut la crise de la Covid, ses conséquences sanitaires, mais aussi économiques et sociales, et nous avons affronté, levé un autre tabou, celui de la dette.
C'est un tabou plus positif, car comme l'Italie, la France défendait depuis longtemps qu'une dette commune était une réponse appropriée à nos défis économiques, mais nous l'avons fait dans l'urgence, collectivement, en assumant un rapport de force politique, et nous avons pensé là aussi une dette commune, un investissement commun, une réponse commune à cette crise inédite. Et puis nous avons malheureusement, tragiquement, dû affronter le tabou de la guerre ou de la paix, et dû considérer que la guerre pouvait être si proche, si brûlante, si douloureuse à nos propres portes. Et cela nous a obligés à repenser des modes d'action. J'évoquais l'engagement militaire, mais aussi, Sébastien y faisait référence, l'avenir de notre Europe, la nature de notre promesse européenne. Je le dis souvent, au-delà des éléments techniques, au-delà du calendrier, quand on voit le débat qui nous a divisés puis réunis sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mesurons aussi la portée de cette question, que sous les bombes, littéralement, le gouvernement d'Ukraine, le président d'Ukraine, le peuple ukrainien se donne la peine, si je puis le formuler ainsi, d'insister pour candidater à l'Union européenne, répondre à des milliers de pages de questionnaires européens qui auraient été dénoncés dans nos débats publics comme une affreuse bureaucratie bruxelloise, qu'ils aient pensé que c'était suffisamment important pour y consacrer, malgré l'effort de guerre, malgré la résistance, du temps, de l'énergie, de la disponibilité. Je crois que ça dit quelque chose sur l'attractivité de notre projet européen, de notre promesse européenne. Bien sûr, ce sera difficile. Bien sûr, nous devons l'honnêteté, je l'ai dit moi-même, ce processus prendra du temps, sinon nous ferions une erreur et pour l'Union européenne et pour l'Ukraine demain. Mais notre projet est vu aujourd'hui, parfois plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme une protection, comme cette promesse démocratique, écologique, de sécurité, et nous devons aussi l'entendre comme telle. Et je pense que c'est la meilleure démonstration de force de l'Union européenne. Alors nous devrons tout repenser sans doute du sol au plafond. Nous ne sommes souvent capables de le faire que dans les grandes crises. C'est pour ça que nous avons ouvert des portes, ouvert des débats, et que cette présidence française n'a pas été consacrée qu'à la réponse d'urgence à la guerre, mais aussi à renforcer l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, la régulation des plateformes numériques, les normes sociales, la question écologique avec un paquet climatique majeur qui est adopté aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de ces travaux législatifs ont été éclairés par les travaux académiques de l'Institut et de beaucoup d'autres centres de recherche. Je vous en remercie parce que les idées et l'action ne sont pas déconnectées, nous devons le rappeler aussi. Mais nous devons repenser encore davantage le fonctionnement démocratique de notre Union européenne. Ce fut le sens de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a trouvé son aboutissement, même s'il y a encore beaucoup de choses devant nous, au mois de mai dernier. Et puis bien sûr de notre architecture politique et géopolitique européenne. C'est le sens d'un débat provoqué, au sens étymologique du terme, par le président de la République le 9 mai dernier en parlant d'une communauté politique européenne. Le nom pourra évoluer. Le format doit être discuté, les coopérations que nous y incluons doivent être discutées aussi. Mais je crois que c'est très important de pouvoir dire que l'Union européenne ne résumera pas toutes nos coopérations politiques sur le continent européen. Et qu'au fond, des choses que nous n'avions pas pensées, comment au-delà de l'élargissement, nous pouvons avoir une politique étrangère et de voisinage qui ne soit pas seulement la croissance et l'absorption. Comment nous pouvons imaginer des degrés d'intégration différents. Comment nous pouvons exercer notre puissance géopolitique à nos marches ou à nos frontières. Comment nous pouvons repenser notre relation avec d'autres pays dans des situations très différentes. Le Royaume-Uni, bien sûr, qui sans doute ne reviendra pas dans l'immédiat dans l'Union, mais avec lequel nous devons penser une socialisation politique différente. Comment nous envisageons notre relation à la Turquie et comment, bien sûr, le sujet est prématuré, trop douloureux aujourd'hui, mais comment, après la guerre, après Poutine, il y aura un jour une relation entre l'Union européenne et la Russie, le peuple russe et la société russe. Nous ne pouvons pas aujourd'hui l'imaginer, mais nous devons en tout cas le garder dans un coin de notre tête, parce que c'est l'Europe qui créera cette relation, ni les États-Unis d'Amérique, ni la Chine, qui définiront notre rapport géopolitique à la Russie et au continent. Alors vous voyez que nous sommes au fond dans un moment qui n'est pas si éloigné de celui que nos pères fondateurs avaient connu. Je sais qu'on se gargarise parfois de vivre des moments aussi importants, mais sans doute, et je le dis pour ceux qui ont participé à l'Académie, aux travaux, pour la nouvelle génération, ce sera votre responsabilité. Elle est difficile, elle est compliquée, elle est, je crois, aussi exaltante. Et le mot de promesse est sans doute celui qui résume le mieux. La promesse, c'est quelque chose de flou, d'indéfini, que nous pouvons construire nous-mêmes,
qui comporte des risques, mais le charme aussi d'une lumière naissante que nous devons entretenir et d'une flamme que nous devons faire grandir. Alors ce sera votre responsabilité générationnelle. Je sais que l'Institut et ses travaux continueront de longues années à éclairer ce chantier, mais je veux le dire d'une dernière phrase en parlant d'un cliché. Puisque j'ai commencé en parlant de la guerre, nous pourrions penser que nous devrions effacer de nos discours parfois convenus cette phrase « l'Europe, c'est la paix ». Quand j'étais jeune, on disait qu'il ne fallait plus l'utiliser parce que ça ne parlait plus à personne. Aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il ne faut plus l'employer parce que la réalité dément le cliché. L'Europe, ça n'est pas la paix puisque la guerre est à nos portes. Et pourtant, je pense que la phrase n'a jamais été aussi vraie et jamais aussi nécessaire comme une promesse. Parce que nous voyons bien que si la guerre est à nos portes, elle n'est pas dans l'Union européenne. Et ce n'est pas tout à fait un hasard que les Ukrainiens pensent, je crois à raison, qu'en ralliant, même dans plusieurs années, l'Union européenne, ils seront mieux protégés, que la paix sera revenue ou garantie. Et n'oublions jamais à quel point la guerre et la paix définissent encore nos constructions humaines, et à quel point, si peut-être la construction européenne n'a pas créé la paix, elle l'a entretenue, elle l'a solidifiée. Et quand nous passons de longues heures dans des sommets européens, beaucoup l'ont connu ici, ou dans des discussions du Parlement européen, j'ai aperçu Pervenche Berès et d'autres qui les connaissent aussi, c'est fait exprès. C'est pour que pendant ce temps, pendant qu'on se dispute sur un amendement ou sur un communiqué, on ne se dispute pas sur un champ de bataille. Alors continuons à avoir cet esprit de débat européen, parfois fastidieux, parfois plus prometteur, qui accélère dans les grands moments de l'histoire, parce que c'est cette promesse de paix qui est plus que jamais la promesse de l'Europe. Mais c'est à nous de l'entretenir, à nous de la faire vivre et à votre génération de la construire. Merci beaucoup.